Bonsoir, chers compatriotes. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC. Nous nous réunissons ce soir pour disséquer les décisions de la 76e réunion du gouvernement congolais. Ce vendredi 30 janvier 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une session aux enjeux vitaux pour notre pays. Dans un contexte de guerre d'agression à l'Est et de pressions économiques, nous refusons le silence du jargon administratif. Notre mission est d'exiger la transparence et de transformer les communiqués en levier de compréhension citoyenne. Le Conseil s'est ouvert sur des dossiers qui touchent directement à notre souveraineté nationale. Nous analyserons l'instruction présidentielle concernant l'article 40 de la loi sur les télécommunications. Cette mesure promet enfin 5% du capital social aux travailleurs congolais après des années d'attente. Nous aborderons ensuite la stratégie nationale de plaidoyer pour la reconnaissance du génocide congolais. Ce combat pour la mémoire entre désormais dans une phase opérationnelle cruciale pour notre dignité. L'urgence du développement territorial sera également au cœur de notre échange. Le programme de développement local des 145 territoires, ou PDL 145T, montre des signes de ralentissement préoccupants. Enfin, nous dénoncerons le pillage de notre patrimoine scientifique à l'INERA. Plus de 700 hectares sont spoliés par des personnalités influentes, au mépris de notre sécurité alimentaire. Nous ne nous contenterons pas des annonces de façade. Ce soir, nous cherchons la vérité des chiffres et la réalité des actes gouvernementaux. La transparence n'est pas une faveur du pouvoir, c'est notre droit fondamental dans cette République. Entrons sans tarder dans l'analyse de cette première décision qui bouscule les géants de notre économie numérique. Le chef de l'État a instruit la Première ministre de faire appliquer l'article 40 de la loi 2014 du 25 novembre 2020. Cette disposition impose aux entreprises de télécommunications d'ouvrir 5% de leur capital social aux travailleurs congolais. Cette instruction doit conduire à la levée formelle du moratoire qui bloquait cette participation citoyenne. Ce dossier illustre une inertie administrative inacceptable depuis plus de 20 ans. Cette exigence figurait déjà dans la législation de 2002 avant d'être reconduite en 2020. Malgré les promesses de modernisation, le droit des travailleurs est resté prisonnier d'un moratoire occulte. Les richesses générées par le numérique n'ont jamais profité à ceux qui construisent ce secteur au quotidien. L'urgence présidentielle répond à un besoin de justice sociale et de souveraineté économique. Le secteur des télécommunications est l'un des plus rentables de notre pays. Maintenir les nationaux à l'écart du capital favorise un déséquilibre majeur dans la gouvernance des entreprises. Cette décision vise à rééquilibrer le dialogue social et à ancrer la richesse nationale dans nos propres foyers. La réussite de cette mesure repose sur la fermeté de l'ARPTC et de la Première ministre face aux opérateurs. Le défi réside dans la définition des modalités financières pour le rachat de ces parts sociales. Sans un calendrier contraignant avant fin février, les multinationales risquent de prolonger leur résistance actuelle. L'absence de mission de contrôle rigoureuse par le passé explique pourquoi cette loi est restée lettre morte. Pour l'employé d'un opérateur mobile à Kinshasa, cela signifie devenir enfin copropriétaire de son outil de travail. Ce partage de la valeur créée renforce directement le pouvoir d'achat des familles congolaises. C'est une mesure qui transforme le salarié en acteur économique de premier plan dans un secteur stratégique. La redistribution des dividendes est un levier de stabilité sociale pour notre pays. Pourquoi a-t-il fallu attendre 6 ans après le vote de la loi 2017 pour agir? Les faits suggèrent qu'un blocage systématique a protégé les intérêts des actionnaires étrangers au détriment de nos compatriotes. Le gouvernement osera-t-il imposer cette réforme si les lobbies du secteur menacent de réduire leurs investissements? Jusqu'ici, la volonté politique s'est souvent brisée sur les intérêts financiers de ces géants numériques. L'application de l'article 40 sera le véritable thermomètre de notre état de droit économique. Nous devons rester vigilants pour que cette ouverture de capital ne profite pas uniquement à une petite élite.
La justice sociale ne doit pas être un simple slogan de Conseil des ministres. Le gouvernement active la phase opérationnelle de la stratégie nationale de plaidoyer pour la reconnaissance internationale du génocide congolais. Sous la coordination de la Première ministre, les ministères des droits humains et de la communication doivent agir. Un rapport de mise en œuvre trimestriel est désormais exigé pour garantir l'efficacité de cette action diplomatique. Notre pays subit des atrocités de masse depuis des décennies, particulièrement dans les provinces de l'Est. Ce combat pour la vérité historique a été porté par la CIAVAR et le FONAREF. Après les orientations des 45e et 63e réunions du Conseil, le pays dispose enfin d'un cadre structuré. Il s'agit de passer du deuil privé à une revendication de justice internationale. L'enjeu est de sortir de la simple dénonciation pour imposer un message diplomatique cohérent. Cette stratégie vise à obtenir des réparations pour les millions de victimes de l'agression rwandaise. L'activation de cette phase opérationnelle est nécessaire pour briser l'indifférence de la communauté internationale. Le gouvernement cherche à aligner toutes nos institutions sur une position unique et forte. Le succès de ce plaidoyer dépend d'une coordination réelle entre les droits humains et la communication média. La production de rapports trimestriels impose une rigueur administrative souvent absente de nos services publics. Sans un financement dédié et des experts permanents, cette ambition risque de s'enliser dans la bureaucratie. La crédibilité de notre démarche repose sur la solidité des preuves récoltées sur le terrain. Pour les survivants des massacres en Ituri, cette reconnaissance est le premier pas vers la dignité retrouvée. Cela signifie que le monde ne pourra plus nier les souffrances subies par nos familles. À terme, cette action doit ouvrir la voie à des indemnisations concrètes pour les déplacés de guerre. C'est la garantie que le sang versé ne sera pas effacé de l'histoire. Comment mener un plaidoyer international efficace alors que l'agression se poursuit en toute impunité sur notre sol? La voix de la RDC sera inaudible si elle n'est pas soutenue par une puissance militaire et judiciaire interne. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour coordonner des structures comme le FONAREF avec l'appareil diplomatique classique? Les victimes attendent des actes judiciaires, pas seulement des campagnes de communication à l'étranger. La mémoire de nos frères et sœurs est une arme politique que nous devons manier avec responsabilité. Nous suivrons avec attention le contenu du premier rapport trimestriel attendu par le chef de l'État. La reconnaissance du génocide est une exigence de justice qui ne souffre aucune légèreté. La première ministre a présenté un état des lieux signalant un ralentissement de l'exécution du PDL 145 territoire. Elle a ordonné l'accélération de l'achèvement des infrastructures prioritaires pour l'année 2026. Une harmonisation des données entre les agences d'exécution et les ministères doit être finalisée avant la fin du mois de février. Le PDL 145T est le projet central pour réduire les inégalités entre Kinshasa et nos zones rurales. Après des débuts prometteurs, le programme se heurte à des contraintes logistiques et des contrats défaillants. Ce constat officiel de ralentissement confirme les craintes des populations qui ne voient pas les chantiers avancer. L'ambition de transformer nos territoires ruraux semble marquer le pas devant les réalités administratives. L'enjeu est de délivrer les dividendes de l'action publique avant que le mécontentement ne gagne nos provinces. L'accélération demandée vise à sécuriser les routes de desserte agricole, les écoles et les centres de santé. Sans ces infrastructures, la croissance économique reste une illusion pour la majorité de nos concitoyens. Le gouvernement joue ici sa crédibilité en matière de redistribution des richesses nationales. Le budget de l'État est sous tension avec le besoin de 192 millions de dollars pour le recensement général. La mise à disposition régulière des financements pour le PDL 145T reste le principal point de blocage. Si les décaissements ne sont pas garantis, les missions de contrôle de février 2026 resteront purement formelles. La révision des modalités d'exécution arrive tardivement pour des chantiers déjà à l'arrêt. Pour le paysan du Sankuru,
Ce ralentissement signifie que ces produits continueront de pourrir, faute de routes praticables. L'achèvement des travaux est la seule voie pour accéder à l'eau potable et à une éducation décente. Chaque mois de retard est une condamnation à la précarité pour des milliers de familles rurales. Le développement ne peut pas rester un concept théorique discuté dans les bureaux climatisés. Comment le gouvernement peut-il garantir l'achèvement des travaux en 2026 alors que des entreprises défaillantes conservent leurs contrats? La transparence exige que la liste de ces entreprises soit publiée et que des sanctions exemplaires soient prises. Qui est responsable du décalage entre les données des agences d'exécution et la réalité constatée sur le terrain? Sans une redevabilité réelle, ce programme phare risque de devenir un gouffre financier sans impact social. Le PDL 145T est le baromètre de la volonté politique de nos dirigeants envers le Congo profond. Nous devons exercer une surveillance citoyenne sur chaque kilomètre de route promis dans nos territoires. Une alerte maximale concerne la spoliation de plus de 700 hectares appartenant à l'INERA, à Kipopo et Yangambi. Des personnalités influentes, dont des hauts gradés de l'armée et de la police, sont directement indexés. Le Conseil a décidé de suspendre toute transaction foncière et de créer une commission interministérielle de crise. L'INERA représente le sanctuaire de notre recherche agronomique et de notre biodiversité nationale. Yangambi est un site d'importance mondiale pour l'étude des forêts du bassin du Congo. Voir ce patrimoine en état de siège par des prédateurs internes est un aveu de faiblesse de notre État. On rapporte des violences et des tortures sur des chercheurs et des enfants pour s'emparer de ces terres. Cette agression contre la science est une attaque directe contre notre sécurité alimentaire future. En détruisant les stations expérimentales, ces spoliateurs anéantissent des décennies de travaux sur les semences. L'enjeu est de savoir si la loi s'applique à tous, y compris à ceux qui portent l'uniforme. Cette corruption foncière fragilise les fondements mêmes de notre souveraineté intellectuelle. La commission de crise a pour mission de notifier des déguerpissements immédiats et de démolir les constructions anarchiques. Cependant, la présence de généraux parmi les occupants rend cette opération périlleuse pour l'autorité civile. L'annulation des certificats d'enregistrement frauduleux est une étape juridique indispensable, mais insuffisante sans force publique. La reprise physique des sites de Kipopo et Yangambi déterminera la sincérité de cette mesure. La mort de la recherche agronomique signifie une dépendance accrue aux importations alimentaires pour notre pays. Le prix de la farine et du riz dans nos assiettes dépend des innovations de l'INERA. Protéger ces terres, c'est garantir que nos agriculteurs auront accès à des techniques performantes. La spoliation de Yangambi est un vol commis contre l'estomac de chaque Congolais. Comment des officiers supérieurs peuvent-ils piller le patrimoine qu'ils sont censés défendre par leur serment? L'impunité semble être le bouclier de ceux qui utilisent leur influence pour s'approprier le domaine public. Le gouvernement osera-t-il réellement traduire ces personnalités devant la justice militaire pour ces actes de torture et de vol? Sans arrestation publique, cette commission de crise ne sera qu'une énième manœuvre pour calmer l'opinion. La science est le socle de toute nation qui aspire à la grandeur. Laisser détruire l'INERA revient à accepter que notre pays reste un éternel consommateur des découvertes des autres. La situation sécuritaire de notre pays demeure préoccupante malgré la résilience de nos forces armées. Dans le Nord Kivu, les FARDC maintiennent leur position face à la coalition terroriste du RDF, du M23 et de l'AFC. En Ituri, une évolution positive est signalée. Les miliciens de la CRP et du groupe Zaïre perdent de la vitesse. Les unités opérationnelles ont renforcé la traque contre les terroristes ADF dans le territoire de Djougou. À l'ouest, le processus de désarmement des éléments Mobondo enregistre des remises volontaires d'armes encourageantes. Cependant, l'opinion nationale exige désormais des poursuites judiciaires internationales contre le Rwanda. Cette demande fait suite aux aveux de l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis, confirmant le soutien de Kigali aux terroristes.
Nous ne pouvons plus nous contenter de dénonciations verbales alors que le sang coule chaque jour. La protection de nos concitoyens exige une offensive judiciaire à la hauteur de l'agression subie. Comment espérer une paix durable sans sanctions concrètes contre ceux qui financent le chaos sur notre territoire? La montée en puissance de notre armée doit s'accompagner d'une fermeté diplomatique sans faille. L'actualité politique est marquée par une décision majeure de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le bureau a autorisé l'instruction d'un dossier contre le gouverneur pour un détournement présumé de fonds publics. Cette procédure fait suite à une réquisition du procureur général près la Cour de cassation. C'est un signal fort envoyé à tous les gestionnaires de nos provinces. Par ailleurs, la CENI a fixé au 24 mars 2026 l'élection du gouverneur dans le Sankoro. Cette étape est cruciale pour stabiliser les institutions dans cette partie de notre pays. Sur le plan de la gestion des risques, une feuille de route pour un système d'alerte précoce pour tous est en élaboration. Ce projet, soutenu par les Nations Unies, vise à réduire les pertes humaines face aux catastrophes naturelles. Cependant, l'installation effective du Comité national de pilotage des réformes institutionnelles se fait toujours attendre. Bien que juridiquement créé, ce comité manque de capacité opérationnelle pour assurer la cohérence des actions de l'État. Sans cette structure, les réformes engagées dans l'administration risquent de rester disparates et sans impact réel pour le citoyen. Le franc congolais affiche une stabilité relative, mais l'inflation hebdomadaire de 0,6% pèse sur nos ménages. Pour nos mères de famille à Kinshasa ou Lubumbashi, la réalité ne se lit pas dans les statistiques. Elle se voit dans la diminution de la taille du pain ou dans le prix grimpant du seau de maïs. Le gouvernement a également adopté un décret fixant les critères de reclassement des organismes auxiliaires. Cette mesure vise à renforcer la transparence budgétaire et à maîtriser la parafiscalité qui étouffe nos entreprises. Mais sans une diversification réelle de notre production, le panier de la ménagère restera otage des prix mondiaux. Le front sanitaire montre des résultats contrastés. Nous observons une baisse des cas de choléra, avec 1688 cas suspects contre 1811 la semaine précédente. En revanche, la menace du Mpox impose une vigilance absolue sur l'ensemble de notre territoire. Bien que l'urgence internationale soit levée, le gouvernement maintient l'alerte nationale jusqu'en mars 2026. Cette décision est sage, car elle permet de garantir les financements nécessaires à la riposte en routine. La maladie reste endémique dans plusieurs de nos provinces, et nous ne pouvons pas relâcher nos efforts de prévention. Une victoire symbolique a été remportée avec la protection juridique des motifs et tissus Kuba. Un arrêté ministériel garantit désormais l'origine congolaise de ce patrimoine ancestral. Cette décision permet de passer de la spoliation culturelle à une véritable souveraineté patrimoniale. Parallèlement, des démarches sont en cours avec l'Italie pour le rapatriement de nos biens culturels et de restes humains. Ces objets ne sont pas de simples curiosités, ils portent l'âme de nos ancêtres. Leur retour sur notre sol est une exigence de dignité nationale que nous devons soutenir avec détermination. Ce Conseil des ministres du 30 janvier 2026 révèle une volonté d'attaquer des dossiers structurels trop longtemps ignorés. Entre la redistribution du capital dans les télécoms et la protection de l'Imerin, le gouvernement semble vouloir reprendre la main. La ligne directrice de cette session est claire: affirmer notre souveraineté économique et relancer les chantiers ruraux. C'est une ambition nécessaire pour répondre aux attentes légitimes de nos compatriotes. Cependant, un fossé demeure entre ces annonces budgétaires et la capacité réelle de mobilisation des recettes. Comment financer simultanément le PDL 145T et un recensement de 192 millions de dollars dans ce contexte de guerre? La spoliation de notre patrimoine scientifique nous rappelle que les ennemis du développement se cachent aussi dans l'appareil d'État. La commission de crise devra prouver que personne, même avec des galons, n'est au-dessus des lois de la République. Nous resterons attentifs à la mise en œuvre de ces décisions,
car les promesses ne nourrissent pas notre peuple. Chez Inside News RDC, notre mission est de vous donner les clés pour décrypter ces enjeux nationaux. Votre regard citoyen est le seul rempart contre l'arbitraire et l'inefficacité. Je vous invite à consulter notre dossier spécial, la RDC, le théâtre des grands projets, sur notre plateforme numérique. Vous y découvrirez les mécanismes qui freinent réellement le décollage de notre pays. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse sans complaisance des décisions de nos dirigeants. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège nos concitoyens. Ici Julia pour Inside News RDC.